qu'en termes de réalisation, Open Lab quand même a déjà des applications qui tournent à son actif. Et puis, en termes de vision, il faut dire que nous voulons, à notre manière, contribuer également au développement du continent africain, tout en créant donc une communauté de jeunes dynamiques qui, par leur talent, par leur savoir, aussi apporter un plus à ce continent-là. Alors, en termes de services, il faut dire que nous participons dans tout ce qui est développement d'applications métiers et d'outils d'analyse de données pour aide à la prise de décision. Nous intervenons également dans la mise en place et gestion sécurisée d'infrastructures de réseau. Nous intervenons aussi dans le développement d'outils intelligents pour assurer la gestion de l'utilisation des objets connectés. Nous intervenons également dans le conseil et l'accompagnement des entreprises dans leur politique de digitalisation. Nous accompagnons également et nous assurons la montée en compétences des équipes de développement des entreprises via des formations approfondies et sur mesure. Nous formons aussi des personnes désireuses d'apprendre, de se reconvertir ou d'approfondir leurs compétences informatiques. Nous réalisons également des missions d'audit, de code source, de sécu coding, ce qu'on appelle, et du test coding, d'architecture, d'infrastructure informatique. Voilà. Donc, en termes de services, voici un peu ce qu'on peut dire, ce que Open Lab Consulting offre comme service. Alors, tout à l'heure, donc, je parlais en termes de mission. Il faut dire que dans le fonctionnement de Open Lab Consulting, on a un volet formation. Alors, le volet formation est à deux niveaux. Il y a un niveau dédié aux entreprises. Voilà. Aujourd'hui, vous pouvez être peut-être membre, un développeur ou membre de la DSI d'une structure et que, bon, vous cherchez peut-être des spécialistes, vous accompagner dans la mise en place de certains projets digitaux. Donc, Open Lab Consulting est assez outillé parce que on a des compétences pluridisciplinaires, comme je l'ai dit en attente de ma conversation. Alors, ou encore, on a aussi des séances de formation qu'on fait régulièrement, telles que ce webinaire-là. Voilà, des formations ouvertes au grand public. Et il y a aussi des formations en parcours. Quand je dis en parcours, il y a des parcours de 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Donc, il y a aussi ces formules-là que nous faisons. Voilà, il y a des personnes, par exemple, qui veulent un accompagnement. Voilà, on est aussi outillé à cela. Voilà, les personnes qui ont leur caméra ouverte, bon, vous pouvez fermer les caméras. Voilà, ça va permettre d'économiser un peu en data. Et puis, voilà. OK. Alors, donc en termes de mission, donc nous voulons créer une communauté de jeunes africains vraiment qui aiment la technologie. Quoi qu'on dise, on sait tous que la technologie aujourd'hui est un pan essentiel pour le développement d'un pays de manière particulière et du continent entier. Voilà. Donc, restez à la fin. Voilà, il est déjà 20h08. Donc, on va laisser la parole au formateur du jour. On vous a balancé le lien LinkedIn pour que ceux qui veulent avoir des informations sur lui puissent aller voir un peu ses compétences, son parcours, tout ça. Alors donc, je tiens à vous rassurer que toutes les personnes qui vont intervenir ici, ce sont des personnes qui ont des références, qui ont fait leurs preuves sur le terrain. Ne vous inquiétez pas, ce sont des personnes hautement outillées. Voilà, parce qu'on veut faire quelque chose de bon, de concret.
Voilà, donc on vous présente également, on vous donne des personnes, on vous envoie des personnes qui vraiment sont les maîtres de leur métier, qui s'y connaissent. Donc tout ce qu'ils vont vous dire, vous-même vous allez en juger. Vous allez voir un peu comment est-ce que ces personnes-là vont développer leurs différents thèmes. Donc comme je le disais tantôt, restez jusqu'à la fin. Il y a encore des informations à partager avec vous, notamment le prochain webinaire, qui sera encore très, très, très intéressant parce que l'intervenant aussi, c'est quelqu'un de taille, voilà, qui n'est même pas vraiment, quand on va vous présenter vous-même, vous allez juger, vous allez en juger vous-même. Alors donc, vraiment, soyez les bienvenus. Et merci pour votre disponibilité, merci pour le temps que vous accordez pour ce webinaire-là. Sans tarder, je vais laisser la parole à au conférencier, en la personne de Serge Komi, Innocent Serge Komi, qui est là, qui peut prendre déjà la parole. Merci beaucoup, Koulibaly. Je vais essayer de présenter mon écran. Si. Là, vous voyez toujours la présentation? Oui, on arrive à voir la présentation. Ok, super, merci. Donc, bonsoir tout le monde. Merci Koulibaly pour, pour ce que tu fais. Donc là, aujourd'hui, je vais parler de code source et d'architecture ou comment refléter en fait l'architecture de votre application dans le code. Parce qu'il y a certains codes, bon, quand tu regardes, ça ne reflète pas en fait le travail que l'architecte aura fourni. Donc, c'est un peu de ça qu'on va discuter ce soir. Ça va être une discussion. Donc, c'est basé un peu sur ce que j'ai pu faire comme expérience dans le code et tout. Voilà, donc moi, c'est commissaire Innocent, comme on l'a dit et tout. Voilà. Qu'est-ce que je fais dans la vie concrètement? Bon, j'adore manger. Ça, c'est la première chose. Donc, deuxième chose, je suis consultant Java et ingénieur de développement dans une structure qui s'appelle GBA. Voilà, actuellement, je travaille au Sénégal. Voilà, j'ai beaucoup de lignes de code au compteur et je fais essentiellement du Java. Avec le Java, il y a un framework que j'utilise beaucoup, que j'aime beaucoup, qui est le Spring Framework. Voilà un peu pour le background, pour ce que je fais et tout, pour ceux qui se posaient la question. Alors, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Voilà, de quoi est-ce qu'on va parler? D'abord, on va présenter un petit problème, enfin, une petite application à concevoir et tout, et puis voir ensemble quelques approches de résolution. Donc, on va voir l'approche que j'ai appelée résolution spaghetti. Ensuite, une approche que j'ai appelée des couches et des tranches de code. On verra comment, enfin, on va faire un état des lieux par rapport à tout ce qui a été, toutes les approches de résolution de problèmes qu'on aura implémentées ou essayer de voir et puis tirer des leçons, quoi. Et ensuite, le dernier, c'est le next step. C'est-à-dire avec ce qu'on aura fait ce soir, c'est qu'à la suite de notre discussion, jusqu'où est-ce qu'on peut aller. Donc, pour la roadmap, j'ai mis en route pour la gloire. Donc, j'espère que le next step, ça sera glorieux pour tout le monde. Great. Donc, voici un peu notre problème. Le but, c'est de concevoir une mini-application de gestion de stock. Donc, voici à peu près ce qui va me servir d'architecture en griffe, si on va dire. Donc là, vous pouvez avoir des commandes, catalogue et vous avez aussi l'inventaire. Donc là, vous avez les flèches qui nous disent un peu dans quel sens est-ce que les dépendances circulent. Donc par exemple, pour pouvoir placer une commande pour pouvoir placer une commande, on a besoin d'avoir accès, par exemple, au catalogue de produits. D'accord? Lorsqu'on place une commande aussi, on doit pouvoir s'assurer que au niveau de l'inventaire, le produit est bien en stock et tout. Donc, vous avez aussi le catalogue des produits qui
qui va permettre de recenser les produits, d'avoir les détails sur les produits, d'avoir aussi le prix. Donc, c'est un peu ça. Je ne sais pas si on se suit. Vous suivez, hein? Oui. D'accord, merci. Donc, c'est clair pour tout le monde. Je ne sais pas si sur ce schéma-là, il y a des problèmes, s'il y a des questions et tout. Force au bout jusque-là. D'accord, super, merci. Bon, j'aime bien quand c'est interactif, hein. Sinon, j'ai l'impression de parler seul et dans le vide. Super. Donc, voici quelques règles de gestion. Quand un produit est ajouté au catalogue, son stock est initialisé au niveau de l'inventaire. Donc, ici, lorsque j'ajoute un produit au catalogue, il faut qu'au niveau de l'inventaire, on puisse renseigner en fait son stock et tout. Alors, deuxième règle de gestion, quand une commande est effectuée, le stock doit être mis à jour au niveau de l'inventaire. Donc là, lorsque je place une commande pour acheter un téléphone, par exemple, lorsque la commande est validée et tout, il faudrait qu'au niveau du stock, on puisse dire, ah, il y a un téléphone qui est sorti, pour que s'il y a un nouveau client qui vienne se connecter pour faire un achat, il puisse savoir si le produit est toujours disponible ou pas. Donc, c'est un peu avec ces deux règles de gestion-là qu'on va évoluer. Voilà. Donc, pour la première version de la résolution de notre problème, on va tenter la résolution spaghetti. Là, j'ai un petit commentaire, tous pour un pour tous, avec l'image du spaghetti qui est là. Je ne sais pas si quelqu'un sait un peu ce que c'est que la programmation spaghetti. Vous pouvez intervenir sans problème. Donc, la personne qui va intervenir, la radio. Non, je veux dire quelque chose quand même. Salut, je m'appelle Landry. Spaghetti, bon, moi je pense que c'est codé en fonction de ce qui arrive devant toi en fait. Tu as un problème qui arrive, tu essaies pour écrire du code dessus, sans suivre des règles bien précises. D'accord, ça marche. Là, je vous ai fait une définition que Wikipédia nous donne concernant la programmation spaghetti. Donc, c'est tout ce qui ne permet pas de déterminer le qui, le quoi et le comment. Donc, tu as un code source où tu sais pas qui fait quoi, qui est où et tout. Donc, tu te perds en fait dans le code un peu. Du coup, je vais vous montrer en fait un exemple de résolution de ce problème-là, de cette application de gestion de stock qui a été réalisée. Vous voyez toujours mon écran, hein? Ouais. Ouais. Oui. Ok, super. Donc ici, en fait, la discussion ne va pas tant porter sur ce qu'on voit, comment est-ce que on place une commande et tout, mais beaucoup plus sur l'organisation du code. Là, par exemple, tout ce qui va nous permettre de pouvoir réaliser les deux règles de gestion de notre application sont là, en fait. Donc, vous avez les commandes, les catalogues, l'inventaire et tout. Et au niveau du code, vous avez, enfin, si vous arrivez à voir, vous avez, voilà, mise à jour du stock. Donc, le code vous permet de faire la mise à jour du stock. Le code vous permet de gérer les commandes. Voilà. Là, ajouter une commande d'un produit. Ici, c'est la validation vraiment d'une commande. Donc là, vous voyez, quand une commande est validée, on va mettre à jour l'inventaire et puis sauvegarder la commande. Vous avez aussi la vue sur le catalogue et tout. Donc ici, le problème avec cette manière d'organiser son code, c'est que en fait derrière, si
tu as un développeur qui doit venir t'aider, ou bien même pour toi-même, quand tu vas vouloir faire une évolution de ce que tu auras fait et tout, tu ne sauras pas exactement qu'est-ce qui concerne que les commandes, qu'est-ce qui concerne uniquement le catalogue ou qu'est-ce qui concerne uniquement l'inventaire. Parce que c'est un fourre-tout en fait, cette organisation. Tout est mis là, tu viens, tu travailles, tu fais ce que tu as à faire. Et tu as un autre élément super important aussi, c'est que par exemple sur cette vue architecturale en griffe, on a mis en fait les dépendances. Donc ici, on a les commandes qui dépendent du catalogue, l'inventaire qui dépend du catalogue. Mais derrière, on n'a pas une relation entre le catalogue, enfin, une relation partant du catalogue vers l'inventaire, ni du catalogue vers les commandes. Donc, normalement, ce schéma-là, on doit pouvoir le ressentir directement dans le code. Et dans le code, je dois pouvoir dire, OK, tout ce qui concerne les catalogues ou tout ce que je vais écrire comme code qui gère les catalogues ne doit pas pouvoir normalement avoir accès à tout ce qui concerne les commandes ou bien à tout ce qui concerne les inventaires. Mais avec cette manière d'organiser là, même si toi-même tu te dis, OK, je fais en sorte qu'il n'y ait pas d'effet de bord, que je ne puisse pas du catalogue pouvoir accéder à des éléments de commande et tout. Il n'y a rien en fait, il n'y a pas de garde-fou ou de balise qui t'empêche de le faire. Donc c'est un code qui te permet de, oh là, la vie est belle, tu fais ce que tu as envie de faire et ça avance. Donc je peux donner un exemple. Allez, gestion de catalogue. Alors le catalogue est géré où? Voilà. Donc, par exemple, si je prends cette interface-là, rien ne m'empêche, par exemple, à ce niveau, au niveau du repository des catalogues, de faire appel, par exemple, à un élément qui se trouve dans l'inventaire, par exemple. Donc, ici, je peux dire, OK, allez. Une méthode. Spaghetti. Tac. Voilà, une méthode spaghetti et je lui dis par exemple, cette méthode spaghetti. Bonsoir, monsieur Serge. Sans vous interrompre, allô? Oui, oui. Au fait, j'aimerais poser une question. Avant de rentrer dans le code, est-ce que ça ne serait pas intéressant de nous présenter d'abord le framework, tout ça? Quel framework? Bon, d'abord, le projet, le petit projet que, par exemple, vous nous présentez. Oui. Voilà. Vous avez présenté un peu comment le fonctionnement se passera. Maintenant, je vois que vous êtes dans le code actuellement. Donc, j'ai du mal à vous suivre. Je ne sais pas si... Ok, d'accord, je comprends. Donc ici, en fait, le but n'est pas de présenter un framework, ni d'apprendre à coder et tout. Le but, en fait, c'est de manière vraiment à un niveau vraiment super haut, de dire j'ai une architecture et comment est-ce que j'organise mon code. C'est un peu tout. Voilà. Donc, j'ai envie de savoir comment on organise le codage pour aboutir à une application finie. Voilà, non. Comment est-ce que j'organise mon code pour refléter en fait l'architecture? Ok, merci. Et voilà, dans l'architecture qu'on nous a présentée, on dit qu'on a des commandes, on a un catalogue, on a un inventaire. Maintenant, il faudrait que dans le code que j'ai ici, juste d'un simple regard, les éléments de l'architecture là puissent ressortir automatiquement. Ok. Voilà. C'est clair, hein? Le but, c'est pas de présenter un framework du tout. Ok. Merci. Non, je vous en prie. Donc ici, je disais que... Allô? Oui, oui, allô? Allô? Oui, allô?
Oui, monsieur Komi, oui, vous m'entendez? Oui, je vous entends bien. Allô? Oui, je Ok, vous très entends bien. bien. Pardon, s'il vous plaît. Donc, très bien. Donc, en fait, je voulais juste savoir, bon, parce que je suis d'abord entièrement d'accord, parce que moi, c'est exactement c'est à quoi je m'attendais, c'est-à-dire comprendre l'architecture dans une application. Maintenant, ce que je ne comprends pas bien, c'est si vous utilisez ici l'architecture en couche ou quoi, ou bien alors dans une application, on peut bien définir, comme c'est fait ici avec cette mini e-stock là, application, si on peut définir donc notre architecture nous-mêmes ou s'il faut suivre une certaine convention qui serait peut-être internationale ou quoi, où on dit dans une couche service, dans une couche DAO, ainsi de suite, comme on a appris un peu à l'université, quoi. Donc, Ok. c'est ce que je voudrais savoir, ou que vous nous expliquez un peu, donc, en théorie d'abord, l'architecture en tant que telle, avant maintenant de réorganiser et aboutir à une architecture telle que vous avez ici, n'est-ce pas? D'accord, d'accord, d'accord. Actuellement, Ouais. merci. Vous avez fini? Oui, oui, c'est ça. Merci infiniment. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, alors, actuellement, on est en train de chercher à avoir une architecture. Donc, je repose les bases. On a un problème. On veut arriver à découvrir une meilleure architecture ou la meilleure architecture qui soit. Donc, actuellement, la résolution spaghetti, ce n'est pas du tout une architecture. Genre, tu as juste un dossier, tu déposes ton code, ça ne reflète pas du tout une architecture ou quoi que ce soit. Ensuite, après l'architecture, la résolution spaghetti, on va essayer de découvrir une autre forme d'architecture qui peut être peut-être l'architecture en couche dont vous avez parlé et que vous avez peut-être vu à l'école et tout. Et ainsi de suite, monter graduellement. C'est bon pour vous? Oui, c'est bon pour moi. C'est bon, on est entièrement d'accord. D'accord. Donc, je rassure tout le monde, actuellement, on ne sait pas ce qu'on fait. On essaie juste de résoudre le problème. D'accord, il n'y a aucun problème. Merci. Donc, je parlais de la résolution spaghetti. Dans la résolution spaghetti, c'est beaucoup plus l'organisation du code où tu écris juste ton code dans un seul dossier, en fait, dans un seul répertoire ou dans un seul package, si tu veux. C'est-à-dire que il n'y a aucune organisation, si on veut ainsi dire. Donc, ça, c'est la première manière de voir les choses. Quand tu n'as pas d'organisation, comme ce que je vous présente actuellement, attendez, voilà. Super. View project. Great. Voilà. Donc, je disais, quand tu n'as aucune architecture, quand tu n'organises pas tes fichiers sources, en fait, en répertoire ou en package, voici ce que ça te donne. Et ce que ça te donne, ça ne te permet pas, en fait, de voir directement, bien de faire ressortir directement en regardant ton code là, quelle sorte d'architecture est-ce que je suis en train de mettre en place, ou bien est-ce que je respecte, en fait, les spécifications que l'architecte m'a confiées en tant que développeur. Là, derrière, je peux créer quelque chose qui marche. Je peux faire un code. L'application va marcher comme il le faut, mais le code de l'application ne reflète pas ce que l'architecte m'a demandé de faire, ou bien ça ne permet pas à une personne tierce qui vient de voir automatiquement si j'ai besoin de faire un changement, par exemple, sur la couche d'accès aux données, ou bien sur la couche de présentation, où est-ce que je dois aller. Donc, ça vous fait perdre du temps, vous manquez en lisibilité, et dans ce code-là, vous aurez beaucoup de bugs facilement, parce qu'il n'y a pas de garde-fou sur ce que vous êtes en train de faire. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire par rapport à la résolution spaghetti. Là, je voulais donner un exemple, mais je pense qu'on va laisser tomber parce que je ne suis pas sûr que tout le monde soit codeur ici. Mais de manière globale, ce qu'on disait dans l'architecture, c'est que lorsque je suis au niveau du catalogue, je ne peux pas avoir accès, par exemple, aux commandes ou à l'inventaire. C'est juste les commandes qui peuvent avoir accès au catalogue ou l'inventaire qui peuvent avoir accès au catalogue. Donc, je prenais un exemple ici.
dans l'accès aux données des catalogues pour dire qu'à ce niveau, je peux faire appel à un élément des commandes sans problème. Donc, si je continue comme ça, je peux encore mélanger l'inventaire dans le catalogue et après, on ne va pas s'en sortir. À la fin, on va débouler sur cette affaire de programmation spaghetti qui va nous dire on ne sait pas qui fait quoi ni comment. C'est bon pour tout le monde? Oui, c'est bon. Super. Oui, c'est bon, absolument. Great. Donc, après cette affaire de résolution spaghetti, on va essayer de parler des couches et des tranches de code, dont je pense un des intervenants a parlé tout à l'heure. Donc, les couches et les tranches de code, qu'est-ce que c'est? Voilà, des couches et des tranches de code pour mieux organiser le code. Donc, je pense que c'est ce qu'on apprend un peu dans nos différents cursus universitaires ou même dans nos premiers projets et tout. L'architecture en couche, pattern MVC, des choses comme ça. Donc, dans l'architecture en couche, on a une meilleure organisation qui nous donne une couche de présentation. La couche de présentation qui va communiquer avec les utilisateurs finaux, généralement. Vous avez la couche de service, où vous allez faire tous les traitements métiers. Ensuite, vous avez la couche d'accès aux données pour communiquer avec vos différentes bases de données. Donc, je vais repartir dans le code, juste montrer comment est-ce que... Allez, view, exit, presentation mode. Comment est-ce que lorsqu'on essaie d'appliquer... Alors, monsieur Koumi, s'il vous plaît. Oui. Au fait, ceci vraiment, moi, m'intéresse beaucoup parce que c'est exactement au niveau de ma formation, c'est juste à ce niveau-là que je suis. Donc, je voudrais savoir si c'est possible, par exemple, d'avoir votre code là, c'est-à-dire le code d'abord au début en code spaghetti, et puis après le projet final que vous aurez, quand vous aurez tout réarrangé, quoi, pour savoir un peu comment on peut quitter du code spaghetti pour venir maintenant à un code bien organisé avec l'architecture en couche. Est-ce possible, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. À la fin, vous aurez la présentation et le code. Je pense que Koulibaly là va se charger de vous faire parvenir ça. Je pense qu'il y a un groupe. Hein. D'accord. Les deux codes, le code de vie et le code amélioré à la fin. Oui, il n'y a pas de souci. D'accord. Merci beaucoup, merci. Je vous en prie. Donc, en fait, le projet, c'est un projet Git. Donc, il y a plusieurs branches. Oups, c'est quoi ça? Alors, vous avez plusieurs branches. Allez, je prends la branche des couches. Tac. Tac. Vieux. Tac. Voilà. Great. Donc voilà, on parlait des couches et des tranches. Donc on va parler des couches pour le moment. Vous avez la couche présentation, la couche service et la couche d'accès aux données. Donc c'est un peu matérialisé, enfin dans cette deuxième version du même code là, vous avez une meilleure organisation. Donc là par exemple, si je dois modifier l'interaction entre l'utilisateur, entre mon application et l'utilisateur, ou bien dire changer le flow de l'utilisateur sur la page d'accueil ou quelque chose comme ça. Si toi, en tant que développeur, tu viens sur le projet, tu sais exactement vers quel répertoire tu dois te déplacer. Donc, par exemple, au niveau du répertoire web, tu as le catalogue contrôleur, commande contrôleur, inventaire contrôleur. Donc, tout ce qui va permettre à l'utilisateur final d'interagir avec l'application, on le voit directement dans un répertoire qu'on appelle web. Tout ce qui va nous permettre de gérer le cœur métier, le business de l'application, on le voit ici directement dans service, qui nous permet de voir comment est-ce qu'on gère l'inventaire et les commandes. Si jamais on a des exceptions
à gérer dans l'application. Vous le voyez directement au niveau de ce répertoire-là qu'on a appelé exception. Donc ça, c'est un exemple d'exception qui existe là. Voilà, stock insuffisant pour la quantité requise, etc. Tout ce qui va concerner maintenant le modèle de données qu'on utilise dans l'application, on le met dans un répertoire qu'on a appelé ici domaine, commande, ligne de commande, ligne inventaire, voilà. Donc, ce sont des éléments qui vont aller vers la base de données et tout. Ils représentent techniquement une table de notre base de données. Ensuite, tout ce qui va nous permettre de pouvoir faire des, comment on appelle, des modifications vers la base de données, d'enregistrer les produits et tout. On met ça dans un package qu'on appelle par exemple DAO, Data Access Object. Donc, c'est un peu ça, lorsqu'on parle des couches, ça nous permet de mieux organiser le code. Maintenant, vous avez des questions à ce niveau? Oui, bon, peut-être un peu. Oui. Je vois parfois on dit la couche métier. Bon, ici je ne vois pas par exemple la couche présentation, ou bien c'est web qui représente ici présentation. Oui, c'est web que j'ai appelé présentation. D'accord. La couche présentation, c'est appelé web. D'accord. Bon, sinon pour le reste, bon, pour moi, je crois que c'est bon. Peut-être maintenant une petite nuance entre domaine et DAO. Je vois que tous les deux domaines, vous avez dit presque chaque fichier là-bas représente en fait une table au niveau de la base de données. C'est ça. Voilà, peut-être expliquer un peu s'il vous plaît entre domaine et DAO la différence pour que ce soit un peu... Ah, bon, le domaine, vous pouvez juste considérer ça comme les tables de votre base de données. D'accord, c'est la représentation matérielle dans votre code des tables de votre base de données. Maintenant, la DAO, c'est le mécanisme qui te permet d'enregistrer des données dans ces tables. D'accord. Voilà. C'est là-bas que vous allez configurer l'accès à la base de données. Donc, le nom de l'utilisateur, le mot de passe et tout. C'est dans la DAO que vous allez écrire vos requêtes qui vont attaquer la base de données, soit pour faire des insertions ou bien des récupérations de données. D'accord. D'accord. Mais ici, au niveau du domaine, c'est juste justement la description au fait des champs des tables de notre base de données. Exactement. Exactement. D'accord, merci. Donc, j'aimerais préciser que le code source que vous allez avoir à la fin et tout, c'est juste une manière de faire, c'est pas la meilleure manière de faire. Donc là, ce qu'on fait, c'est une discussion. Et j'aimerais poser une question. Comment est-ce que vous trouvez cette organisation par rapport à la précédente? Si quelqu'un veut bien s'exprimer. Donc pour ma part, je trouve qu'elle est beaucoup plus structurée par rapport à la première. Il est plus simple de se retrouver dans le code. Par exemple, si quelqu'un d'autre veut travailler dessus, on va savoir directement, par exemple, où se trouve la DAO service. Bon, maintenant, je ne sais pas si d'autres veulent ajouter quelque chose. Allô, moi j'ai une question. Oui. Est-ce qu'on ne peut pas améliorer ce code en mettant les exceptions dans le web? Dans le web? Ah, c'est une question excellente. Pourquoi est-ce qu'on devrait mettre des exceptions dans le web, par exemple? Parce que tout ce qui provient du client extérieur passe d'abord par le web. Et c'est cette couche-là qui est plus exposée. Donc je me dis qu'en mettant les exceptions là-bas, on peut limiter les dégâts au sein de notre application. Ok. Mais bon, je pense que ça dépend du type d'exception aussi que tu veux lever. Hein. Ça va dépendre du type d'exception. Par exemple, si tu as une exception qui se produit au niveau de la couche service, est-ce qu'il faudrait
plutôt mettre cette exception-là au niveau du web? Non, non. Plutôt au niveau Ça, des services. voilà. Ok. Parce qu'après, là, quand je vois cette exception-là, si jamais je la déplace pour mettre dans la couche web, alors que cette exception, techniquement, je pense qu'elle est levée au niveau de... Voyons voir. Voilà. Voilà. Elle est levée à ce niveau, je pense, ouais, au niveau de la ligne d'inventaire. C'est que lorsqu'on veut agir sur l'inventaire pour dire, voilà, on veut commander un téléphone, donc faites -1 dans l'inventaire. Lorsqu'il voit qu'il n'y a pas assez d'éléments, c'est là qu'il va lever l'exception. D'accord. Ok, ça marche. Merci. J'ai une autre question. Oui. Est-ce qu'il est possible d'avoir un package d'exception pour le web et un autre paquet d'exception pour les services? Oui, c'est tout à fait possible. Ok, Parce que les exceptions que tu vas lever au niveau du web ne sont pas forcément les mêmes qui seront au niveau du service. ok, ça marche. Parce que Merci. au niveau du service, tu peux avoir des exceptions qui peuvent être utiles pour d'autres développeurs. Alors qu'au niveau du web, c'est des exceptions qui vont servir aux clients en fait. D'accord, ça marche. Thank you very much. S'il vous plaît, Monsieur Koumi, Oui. pouvons-nous encore mettre c'est-à-dire les exceptions de la couche service au niveau de service et les exceptions de web au niveau de web aussi, c'est possible aussi de faire comme ça, hein? Oui, c'est possible de le faire. Oui. C'est pas très optimisé au fait, quoi. Optimiser, c'est-à-dire? Bien organisé, quoi. C'est pourquoi il faut peut-être sortir les exceptions. C'est pourquoi vous l'avez fait ici, n'est-ce pas? Ah. Non. Non. Je l'ai fait juste comme ça parce que... Au fait, ce que j'essaie de dire, au fait, le fait de mettre les exceptions de service au niveau de service et les exceptions de web au niveau de web n'est pas une meilleure manière de faire, quoi, d'organiser, au fait, le code. Ah bon, hein? Oui, c'est ce que j'essaie de... Tout à fait d'accord. C'est ce que je veux savoir, quoi. C'est ce que je veux savoir, au fait. C'est une question, en fait. Ok, d'accord. Bon. S'il te plaît, je peux répondre? Oui, bien sûr. Oui, ok. Donc, en fait, il s'agit là, en fait, d'une question d'appréhension, en fait. C'est-à-dire là, ce que c'est déjà fait, je parle du principe que non, en fait, il avait une exception. Donc, pour mieux illustrer, en fait, cette architecture-là, il a préféré, en fait, créer un package d'exceptions pour mettre à l'intérieur toutes les exceptions qui allaient être déclarées. Donc, c'est qui, au fait, pour un nouveau développeur qui apparaît dans le projet, et apparaît comme une évidence. Donc, tout développeur, en fait, qui apparaît sur le projet, il verra que le package exception reçoit tout ce qui est exception en termes de classe. Maintenant, pour revenir, au fait, à ces cas, en fait, lorsqu'au fait, il savait que dans le projet, on a plusieurs exceptions qui, elles, sont dédiées à des cas spécifiques. Par exemple, on a environ 10 exceptions qui sont pour la couche service, 5 pour la couche domaine. On peut se dire, ok, là, on va maintenant regrouper les exceptions par domaine de package. Donc, par exemple, on va regrouper toutes les exceptions qui sont liées au domaine, ensuite à la couche web et au niveau de la couche service. Donc là, en fait, ça apporte, en fait, c'est un niveau de précision en fait que l'architecte décide d'apporter dans l'architecture. Ouais, d'accord, c'est très bien. Merci infiniment, merci vraiment. C'est bien compris. Merci. Gloire à Dieu. On peut continuer. Et on peut continuer, merci. D'accord. De mon côté. Au-delà de ce que j'ai présenté, est-ce que vous avez des critiques par rapport à cette manière de faire là? J'ai une critique, bon, en fait, pas tant que ça, mais en tout cas, on verra lorsque tu parleras de la partie service. Mais lorsque tu dis au niveau du domaine, c'est seulement en fait des classes qui représentent plus ou moins en fait nos entités côté base de données. Bon, bref, en tout cas, je pousse loin la réflexion. C'est-à-dire, tu limites seulement en fait les classes du domaine aux mêmes actions de représentation en fait des données que nous avons, ou tu laisses au fait la possibilité au fait aux développeurs qui vont travailler au fait dans ce package-là de mettre de la logique métier au sein des domaines. En fait, je suppose que tu vas en fait répondre à la question quand tu parleras de la partie service.
Bon, je n'avais pas l'intention de parler de la partie service. Donc, allons-y. Au niveau du domaine, en fait, c'est comme je l'ai dit là, c'est la représentation de ce qu'on a en base de données. Mais après, au-delà de ça, tu as aussi de la logique dedans. Par exemple, au niveau de ligne inventaire, donc une ligne d'inventaire, lorsqu'on veut, par exemple, comment dit-on, ajouter ou bien enlever des éléments de l'inventaire, il y a juste une logique qui est faite là, qui peut être considérée comme une logique métier, qui dit en fait que si je veux enlever du stock un téléphone qui n'y est pas, il faut qu'on ait une exception. Donc cette logique-là est faite au niveau de l'objet ou bien de l'objet qui représente la base de données parce que c'est elle qui connaît ce qu'elle a en sa possession. C'est une manière de voir les choses. Mais dans cette même logique de vérification de quantité, elle aurait pu être effectuée au niveau d'un service. C'est-à-dire au niveau d'un service ici, au niveau de inventaire service, lorsque par exemple on dit OK, enlève tel élément du stock ou enlève tel autre élément du stock, qu'est-ce que lui va faire? Il va faire une requête vers la base de données pour avoir le nombre d'éléments de téléphone qu'il y a et puis comparer. Donc ici, tu as plusieurs philosophies ou bien plusieurs moyens de voir la chose. Pour moi, donc ça c'est ma manière de voir les choses. Lorsque je veux modifier un produit, par exemple ajouter un nouveau produit ou enlever un produit existant, je pense que le lieu, l'endroit où il faut le faire, c'est au niveau de l'entité elle-même ou bien de l'élément du domaine elle-même. Après, tout ce qui est business pour savoir est-ce que le client, il a payé, est-ce qu'il n'a pas payé et tout, c'est des éléments qui peuvent se faire au niveau de la couche de service. Mais pour quelque chose qui modifie directement une entité, il faut le faire directement au niveau de l'entité. Parce que c'est l'entité elle-même qui sait comment est-ce qu'elle se comporte, pas quelqu'un d'extérieur. Donc, c'est un peu ma vision de la chose. Ok, mais plus ou moins, cette vision ne peut-être pas telle conduire à du code anémique parce que si on part du principe que les éléments du domaine, plus ou moins, c'est-à-dire doivent modifier seulement que les données, bon, c'est-à-dire quand tu dis modifier, je suppose qu'elles peuvent faire elles peuvent effectuer des traitements métiers qui dans lequel au fait leurs données sont impliquées. D'accord, plus ou moins. Voilà. Maintenant, si au fait on délègue une partie au fait de l'intégration métier dans la partie service, on va pas se retrouver au fait avec plus ou moins c'est-à-dire au fait des classes services qui vont pousser au fait plus ou moins en fait c'est-à-dire avoir du code dynamique, c'est-à-dire on aura des classes services où ça sera seulement que des modifications, des suppressions et puis un peu de code métier là et autres. C'est-à-dire on n'aura pas simplement en fait des classes de domaine qui seront en fait des simples DTO, c'est-à-dire des classes tout bêtes au fait. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas en fait la capacité au fait de réagir de manière intelligente sur certaines de leurs données. Surtout que par exemple pour les amateurs au fait. En tout cas pour les juniors, je veux dire. Bon, c'est pour ça je dis, bon, la meilleure manière de faire techniquement, je te pose juste une question directe. Tu as raison d'une part et d'une autre. En parlant de junior, de senior et tout, j'allais dire ça dépend du niveau de maturité, en fait, que vous avez dans l'équipe ou en tant que développeur et tout. Mais si je te pose une question, si je te dis, écoute, il faut te laver, il faut te laver demain pour partir au restaurant. Derrière, c'est toi qui sais comment te laver, quoi. Je dis, c'est toi qui sais quelles sont les parties qui sont sales et tout. Donc là, je ne sais pas, peut-être la personne qui t'a invité, c'est pas elle qui va venir te dire, écoute, viens, je te déshabille, je te lave et tout et tout. Donc, il y a certains éléments. Lui, ce qu'il peut faire, c'est de transmettre l'information pour te dire, écoute, on va au restaurant demain, il faut que tu sois lavé et parfumé. Donc, se laver, se parfumer, on suppose que tu as l'âge adulte, tu es majeur et tout. Donc, ça, c'est quelque chose que tu sais faire.
Mais si par contre, tu étais un bébé, voilà, de 6 mois ou bien de même 1 an, même 3 ans, il faudrait que ta maman te lave, qu'elle t'habille, qu'elle choisisse l'habit et tout. Donc, tu as raison, d'une part, c'est une question de maturité. Mais la meilleure manière de faire, à mon avis, avec l'exemple que j'ai donné, c'est que s'il faut que tu te laves, c'est toi qui sais comment te laver. Donc, on te délègue, on te donne l'information, ah mon ami, il faut que tu te laves et tu le fais. Je ne sais pas si c'est un peu clair avec l'exemple hors série que j'ai pris. En effet. En tout cas, si je suis bien, en fait, c'est une question de maturité. C'est une question de maturité, en fait. Et puis en plus, c'est-à-dire comment en fait l'équipe décide plus ou moins en fait c'est-à-dire comment la vision de l'équipe sur certains sujets, sur certains points concernant l'architecture en question. Exactement. Ouais, la vision de l'équipe, mais la vision de... Tu sais, dans chaque équipe, il faut forcément, en tout cas, ce qui serait bien, c'est que les équipes ne soient pas un rassemblement de juniors. Mais il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui a un peu d'expérience, un senior qui va guider. Parce que la limite entre ce que je confie au domaine et ce que je confie au service peut être très faible. Donc, on ne sait pas à quel moment est-ce qu'on en confie trop au domaine ou à quel moment on n'en confie pas assez. Donc, c'est des sujets sur lesquels il faut beaucoup de recul quand même. Peser le pour et le contre. En effet. Super. Donc, est-ce qu'il y a d'autres critiques sur ces éléments-là? Bonsoir tout le monde. Et vous me recevez? Oui, bien sûr. Oui, ok. Et bon, je me présente, je suis Coco Amadimissa. Bon, je suis un développeur, je fais aussi du Spring Boot, donc dans une équipe d'une dizaine de développeurs. Donc j'aimerais aussi revenir sur ce point. Et bon, mon intervention serait, bon, je dirais simplement que ça c'est un choix d'implémentation que vous avez fait. C'est un choix. Et bon voilà. Donc si il faut ce choix-là aussi, ça dépend aussi de la manière dont vous avez construit les domaines. Parce que dans le package domaine, il y a des classes que vous avez créées là-bas qui reflètent, qui sont la représentation des tables dans la base de données. Voilà, donc maintenant, je ne sais pas comment vous êtes parti pour avoir cette représentation. Parce que je sais qu'il y a une manière de faire. Il y a d'abord la base de données qu'on se construit avec du pur SQL et à partir de la base à partir de la structure de la base de données, on génère les domaines. Il y a cette manière de faire. Bon là, dans ce cas, il n'est pas vraiment conseillé de toucher à ces domaines-là qui sont générés à partir de la structure de la base de données. Donc dans ce cas, moi, c'est au vu de mes expériences. Dans ce cas, si je génère des domaines qui viennent de la base de données, je ne touche pas au code généré par la structure de la base de données. Mais si c'est moi-même qui écris ces domaines-là pour générer la table dans la base de données, là, on peut toutefois mettre ces implémentations que vous venez de faire. Donc, juste pour ajouter, pour dire que c'est un choix d'implémentation. Donc, bon, je ne vois pas en quoi tout ça là, bon. C'est un choix, tout simplement. Donc, ce sont des règles qui sont définies dans l'équipe et puis qui font que les choses avancent mieux, quoi. Voilà. Donc, c'est tout ce que moi je pourrais ajouter. Je sais pas. Si d'accord. Voilà. Donc, c'est tout ce que moi je voulais ajouter. Merci. D'accord, merci beaucoup. Allô? Salut. Oui. Allô? Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Athanas Kouassi depuis Abidjan. D'accord, oui, bonsoir. Désolé, je vous ai pris un peu en retard. Et je pense que je n'ai pas terminé tout le webinaire. Mais sur la question, j'aimerais dire quelque chose qui est très intéressant. Déjà, je remercie le présentateur. Serge, bonsoir. Bonsoir. Voilà. Comme on appelle, telle que la structure du projet est, telle que c'est architecturé, je pense bien que la meilleure manière, sinon ce que nous avons l'habitude de voir, ce que nous avons la coutume de voir, c'est de voir que au niveau du domaine, il rassemble toutes les entités de la base de données exclusivement. Et rarement on a vu dedans
une couche logique, quoique ce n'est pas interdit de mettre une couche logique pour quelques spécificités que nous voulons. Mais ce qui est plus intéressant, ce qui est ce qui est pratiqué beaucoup. Ce qui est pratiqué, ce que moi j'ai pratiqué beaucoup, c'est juste au niveau du domaine représenter simplement les tables de la base de données. Et de l'autre côté, je pense que Serge a utilisé un exemple tout à l'heure qui illustre très bien, comment on appelle ça, ce qui est fait derrière. On délègue des tâches aux autres entités, aux autres, comment on appelle ça, modules du projet, pour que ceux-ci puissent faire tout ce qui est logique, tout ce qui est, comment on appelle ça, interconnexion avec les différents composants du projet. Et concernant le domaine, pour moi, vraiment, il est plus simple de le laisser assez simple, assez basique. Et il permet de comprendre le code pour des personnes qui n'ont pas pris part au début du projet et qui rentrent comme ça dans le projet. Rapidement, ils comprennent ce qui se passe et ils peuvent déjà suivre la logique même du projet. Et donc, sur cet aspect-là, je pense que c'est un aspect qui est très bien fait dans ce que je suis. C'est vrai que je n'ai pas pris le webinaire dès le début, mais déjà, moi, je suis pour cette manière de procéder. Quoique il y a plusieurs manières, mais cette manière quand même est assez simple et est très ludique pour beaucoup de personnes. Voilà ce que j'aimerais ajouter. D'accord, merci beaucoup. Donc, du coup, je pense que la question se posait sur si on peut mettre de la logique. Ici, la logique qui est mise ici, je pense que je vais finir dessus puis on va continuer. C'est que, par exemple, la ligne inventaire dit, par exemple, que j'ai 10 iPhones dans mon stock. J'ai 10 iPhones dans mon stock et on me demande d'enlever 20. Donc, normalement ou bien naturellement, j'ai 10 en stock, on m'en demande 20. Je ne pourrais pas satisfaire cette demande-là. Donc, du coup, la question c'était, où est-ce que je fais la vérification de ce que j'ai en stock? Est-ce que je le fais dans mon service ou bien est-ce que je peux le gérer directement au niveau de ma classe qui est dans le domaine bien de mon entité? Donc, ma philosophie à moi, c'est que c'est des informations que tu peux avoir directement au niveau de ton entité plutôt que de faire une autre requête, etc., vers la base de données pour pouvoir faire le truc là-bas. Donc ça, c'est des calculs super simples qu'on peut faire directement dans l'élément, dans la représentation de la table au niveau de notre code. Donc, mais après, je vous enverrai tout le code, vous aurez tout loisir de regarder. Et puis, je pense que je reste disponible pour les conversations concernant cela. Donc, derrière, il y a cette architecture en couche là que je viens de présenter et tout. Bonsoir. Juste une petite question. Oui. Pourquoi vous avez le package de commande? Ah, ce package-là, bon, il ne sert à rien. Hein. Ah, d'accord. Tu vois, vous avez mis la séparation des couches. Il y a... Ouais, ok. C'est bon, il ne sert à rien. Merci. Donc, du coup, moi, j'ai une critique par rapport à cette manière de faire là, en couche, comme on a dit. Alors, on était voilà, les couches. Présentation, service, accès aux données. La critique, c'est que ce n'est pas représentatif, ou bien ça ne reflète pas directement déjà même ce qu'on veut faire, ou bien ce que je voulais faire dès le départ. On est arrivé à un niveau d'organisation où, voilà, on a une visibilité sur ce que c'est que la présentation, ce que c'est que le service, ce que c'est que l'accès aux couches de données. Mais derrière, le côté fonctionnel ne saute pas directement aux yeux. C'est-à-dire que pour tout ce qui est domaine fonctionnel de commande, je ne vois pas ça automatiquement. Tout ce qui est domaine fonctionnel de catalogue, je ne vois pas ça automatiquement aussi. Et tout ce qui est domaine fonctionnel des inventaires, je ne le vois pas aussi automatiquement. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Ouais. Super. Donc, après,
les couches, après cette vue en couche, je pense que c'est ce à quoi tout le monde est habitué, je pense. Hein. Tous ceux qui font du développement tool, les couches, tout le monde est habitué à ça. Il y a une autre manière de voir la chose aussi, c'est ce que j'ai appelé des tranches. Des tranches. Donc, comment est-ce que les tranches se font voir? On peut avoir toujours les mêmes couches là. C'est des couches horizontales, hein, présentation, service et abonné. Et sur ces couches-là, on a des tranches qui vont représenter en fait chaque domaine fonctionnel. Donc, on aura une tranche qui va représenter mes commandes, une autre tranche qui va représenter tout ce qu'on va faire comme business au niveau des inventaires. Tu auras une autre tranche qui va représenter tout ce qu'on va faire comme business au niveau du catalogue. Je ne sais pas si on en avait parlé, les dépendances entre ces différentes couches. Elles vont de la couche la plus haute vers la couche la plus basse. Donc, présentation dépend de service, service dépend de l'accès aux données. L'accès aux données, lui, il va directement sur la base de données. Mais on ne peut pas avoir l'inverse, c'est-à-dire que l'accès aux données dépend des services ou que le service dépend de la couche présentation. Si vous avez ça quelque part dans un code, c'est pas la peine, quoi. Vous allez droit dans le mur. Il n'y a pas besoin d'être prophète pour te dire que tu auras des problèmes. Voilà. Donc, la présentation, cette architecture-là des tranches et des couches, ça nous permet de faire quoi? Tu peux avoir toujours la couche présentation, mais derrière, tu dis, allez, on va dans le code, je pense que c'est mieux. Voilà. Donc, par exemple, tu peux avoir la couche service, mais tu te dis, OK, au niveau des services, je veux faire ressortir ce que mon architecte m'a donné. Donc, je vais dire service.inventaire, par exemple. Service inventaire. Je peux avoir service catalogue. Au niveau des DAO, je peux faire pareil. New, package. Alors, on a quoi là-bas? Allez, catalogue. Et puis là, je peux avoir new, package, inventaire. Super. Donc, avec ça, je peux dire qu'est-ce que je fais. Voilà. Je peux déplacer, par exemple, commande, il va où? Non, pas là. Je peux mettre inventaire dans le paquet inventaire, refactor. Je peux aussi dire que je prends quoi? Allez, au niveau des services, je crée un truc pour les commandes. Commande, voilà. Bon. Commande là. Refactor. Alors, catalogue, ici, je peux le mettre là. Catalogue, repository, refactor. Ligne inventaire, repository. Tac. Et puis, je peux aussi avoir Java. Commande repository, là. OK. Donc, voici un peu sur à quoi ça ressemble si on essaie d'appliquer cette affaire-là, des couches et des tranches fonctionnelles. Donc, c'est un peu ce à quoi ça ressemble là. Des avis, des commentaires, des critiques. Comment est-ce que vous voyez ça? Vous m'entendez? Je peux intervenir? Oui, bien sûr. C'est ouvert. Ah, ok. Bon, cette manière de faire, je me dis qu'il y aura encore l'architecture plus lisible. Ça nous donne de pouvoir classer et de pouvoir avoir des packages qui correspondent, disons, de pouvoir avoir des classes dans des packages correspondants. Et rapidement, ça aide surtout au niveau de... Ça va aider surtout au niveau non seulement de la liste, mais de la maintenance plus tard de l'application. Bon, moi, c'est ce que je peux... Ça, c'est comment on appelle ça?
C'est ce que je vois personnellement, quoi. La contribution. Est-ce qu'il y a d'autres contributions? C'est la discussion, hein? Je ne présente rien, on discute seulement. D'autres réactions? Allô? Oui. Oui, Serge, plus ou moins, en tout cas de mon constat, tu essaies plus ou moins en fait, de représenter le métier à travers le code. Enfin, quand on parle de métier, il parle du business sur lequel en fait, on conçoit l'application. Donc, tout développeur en fait, qui rentre dans ces bases de code là, plus ou moins en fait, dès qu'on lui parlera de catalogue, en fait, il pourra retrouver en fait, directement en fait, les parties, les secteurs du métier en fait, qui sont intéressés dans l'application directement à travers au fait, le code source au fait. Donc, pour lui, ça sera plus simple au fait de se retrouver et d'effectuer des modifications et autres. Il n'y a pas de critique par rapport à ça. Hein? Bon, c'est pas une critique en tant que telle, si il peut le dire, mais en fait, tu pouvais plus ou moins le faire inversement. C'est-à-dire là, par exemple, c'est-à-dire au lieu d'avoir plutôt DAO, domaine, exception, service, tu pouvais avoir catalogue, ensuite commande, ensuite le dernier, je sais pas c'est quoi là, inventaire, voilà. Et ensuite, dans chaque package, on allait avoir DAO, domaine, exception et autres. C'est-à-dire faire l'inverse au fait de ce que tu as fait. C'est ça. Oui, en effet, oui. On aurait pu le voir comme ça. Donc derrière, c'est juste de l'organisation, mais derrière, le but essentiel, c'est de faire ressortir... allez, où est-ce qu'on était? C'est de faire ressortir cette affaire-là. Notre architecture en griffe. C'est-à-dire, il faut que le code qu'on écrive reflète en fait le métier comme tu l'as dit, mais derrière, la solution que l'architecte nous a donné d'implémenter. Donc derrière, c'est de se poser des questions. Comment est-ce que je fais que ces différentes flèches-là, l'ordre de ces flèches-là soit exactement respecté et tout dans mon code? Là, je ne sais pas si j'ai mis beaucoup de choses. Au niveau de... Alors, on va prendre quelqu'un qui a beaucoup de choses, par exemple. Qui a quoi ou qui n'a pas quoi. Voilà, je prends un service, par exemple. Allez, au niveau de inventaire service. Au niveau des inventaires, qu'est-ce qu'on utilise? Voilà. On utilise, par exemple, inventaire repository. Inventaire repository. Je pense qu'il est utilisé seulement au niveau du service. Je vais chercher les usages. Voilà. Donc, si on prend cette DAO en griffe, si on prend cette DAO, elle est seulement utilisée au niveau de inventaire service. Ben non. Si je vais au niveau de commande service, ouais, c'est ça, hein, c'est bien ça. Au niveau de commande service, vous allez voir que il m'est possible aussi de private final inventaire. C'est inventaire quoi? Voilà. Si je ne me trompe pas. Hein. Ah, gloire à Dieu. C'est super ça. Ah non, c'est ligne inventaire. Oui. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que je viens de faire. Ou si vous comprenez la portée de ce que je viens de faire. Non. Oui. Non, oui. Non, non. Non. Ok, super. Donc, retournons dans notre affaire là. Ok, je prends l'inverse. Je vais dans inventaire, le service d'inventaire. Et ici, qu'est-ce que je fais? Normalement, la relation, c'est de commande vers inventaire. On est d'accord? C'est-à-dire que c'est commande qui utilise inventaire et pas l'inverse. Super. Donc, je vais dans inventaire.
Et dans inventaire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de mettre commande repository. Voilà. Private. Private command repository. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce command repository là, il nous permet, voilà, de modifier la table commande en BD. Est-ce que c'est un peu plus clair maintenant? La connexion est partie ou pas? Oui, allô? Oui, oui. C'est plus clair. Ah oui, oui, c'est clair. Parce que vous voyez ici, au niveau, l'inventaire n'a pas accès à la commande. C'est la commande qui a accès à l'inventaire. Mais ce qu'on vient de faire dans le code là, on vient de déclarer par exemple d'avoir accès à la DAO qui gère les commandes. Donc ça veut dire que au niveau de l'inventaire, du service d'inventaire, on peut, si on veut, à tout moment, faire commande repository. On peut supprimer une commande à partir de l'inventaire. Nul. Manual. New commande. Oh là là. Qu'est-ce que je fais? Alors, je vais faire un truc comme ça. Attends, je peux faire delete by ID, n'est-ce pas? L'instruction va venir avant le return, je pense. Ah oui. Merci là-bas. Ok. Maintenant, lui, delete by ID. Voilà. Great. Donc, ça veut dire que sur cette ligne-là, je supprime en fait une commande. Donc, je suis dans l'inventaire et à partir de l'inventaire, j'arrive à supprimer une commande facilement comme ça. Je ne sais pas si vous voyez la portée de ce que je viens de faire. Ouais. Si quelqu'un ne comprend pas, on peut... C'est la discussion, hein, je ne plaisante pas, on discute seulement. Alors, vous me recevez? Oui. Dis Serge. Oui, oui. Quand tu parles d'idée, je vois bien ce que tu es en train de faire, mais quel est l'objectif à atteindre en voulant utiliser, en voulant agir sur les commandes au niveau du service inventaire? Ah, l'objectif de mon exemple. Oui. Ah, l'objectif, c'est de montrer que même si notre code est bien organisé et tout, et que il y a de la clarté, de la lisibilité en regardant, ça ne nous évite pas de faire des bêtises. Oui, bien sûr, parce qu'au fait, ce que moi je vois ici, c'est qu'au niveau du schéma, le schéma indique bien qu'on ne peut pas quitter de l'inventaire vers la commande, c'est de la commande vers l'inventaire. C'est ça. Et ce que vous venez de faire là tout de suite, c'est le contraire au fait, c'est que vous avez pu, à partir de l'inventaire, accéder à commande et agir sur les commandes. Exactement. Donc, chose qui n'est pas vraiment bien au fait. Donc, ça veut dire qu'actuellement, dans notre code, il n'y a aucune balise qui nous permette de respecter à la lettre ce schéma-là. C'est-à-dire le code qu'on a écrit, ça va représenter les commandes, le catalogue, l'inventaire, et les choses vont marcher sans problème. Mais il suffit que, voilà, un jour tu as travaillé 48 heures avec du café et tout, tu n'as pas dormi. Tu vas te mettre à écrire ça dans le code. Et ça va marcher. On est d'accord? Ça va marcher, mais tu auras brisé l'architecture et tu auras créé un bug dans ton code. Allez, view, full window project. Voilà. Donc, c'est un peu une des, je veux dire, un des aspects
à améliorer en fait dans cette organisation-là que je viens de présenter. Voilà, organisation qui nous permet d'y voir plus clair, d'aller directement à l'élément qu'on veut modifier ou bien sur lequel on veut travailler. Mais derrière, cette manière de faire là ne nous empêche pas quand même de commettre des gaffes dans le code. Elle commence à refléter un peu l'architecture, mais toutes les contraintes ne sont pas vraiment prises en compte à 100%. Vous me suivez? Oui, vas-y, vas-y. Super. D'accord. Donc voilà. Donc c'était un peu ça, les couches et des tranches. Donc on peut mettre des tranches sur les couches pour pouvoir évoluer et tout. On aura les commandes qui vont, voilà, la relation commande dépend d'inventaire, inventaire, catalogue. Et commande aussi dépend du catalogue tout en haut. Donc c'est un peu ce qu'on vient de représenter là. Alors, il y a une autre manière de voir la chose sur cette affaire-là. Allez, je vous présente une autre manière de voir les choses. Alors, on va faire quoi? Git status. Oh là 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 là. Fichier non suivi. Ah bon, j'ai modifié ce fichier-là. Et moi, je restaure en fait tout ce que j'ai modifié là. Et puis, on va continuer. Je pense que tu peux faire du git add all pour répertorier tous ces changements-là. Et puis après, tu peux revenir en arrière. En fait, j'ai pas envie d'enregistrer ces changements en fait. Mais bon, ok. Git add all. Pas besoin de faire le commit si tu veux tout enlever en fait. Tu peux juste faire le restore maintenant. Pas grave, c'est bon. Oh, c'est quoi ça? Ok, donc on a parlé de couches. Alors, bon, il y a une solution finale. C'est pas celle d'Hitler. Hein. Donc, il y a une solution finale dont on peut parler. Je pense que quelqu'un l'avait mentionné tout à l'heure sur Windows Project. Voilà. Voici un autre type d'organisation. Voici un autre type d'organisation. Et ce type d'organisation, il enlève tout ce qui est c'est horizontal, non? Voilà, tout ce qui est horizontal. Les couches horizontales, présentation, service, accès aux données. On enlève ça et on garde juste nos tranches fonctionnelles. Commande, inventaire et catalogue. Donc, voici un peu ce à quoi ça ressemble. Qu'en pensez-vous? Ou qu'en pensons-nous? Moi, je pense que cette... Bonjour à tous déjà. Bonjour. Moi, c'est Wisdom. Je pense que cette architecture-là est assez intéressante dans la mesure où déjà, ça fait beaucoup moins de... Je veux dire, au niveau de l'arborescence, c'est déjà assez facile à lire déjà. Et dans un second temps, je vais mettre l'accent sur le volet réutilisation de code. Donc là, c'est assez intéressant de pouvoir prendre, par exemple, je vais dire le module du catalogue pour le réutiliser ailleurs et ainsi de suite. Donc, découpler comme ça, je trouve ça beaucoup plus propre. Okay. D'autres interventions? Hello? Oui. Oui, bonsoir Serge. Bonsoir.
Bon, du coup, vu comme ça, moi particulièrement, bon, si ça résout le problème que tu as évoqué tout à l'heure, c'est que ce sera mieux. Sinon, si ça ne résout pas ce problème, c'est que ça s'apparente à la même architecture, au fait. J'ai pas suivi la dernière partie. Ça a coupé, je crois, chez moi. Oui, oui. Je dis si ça résout le problème que tu as soulevé tout à l'heure, c'est-à-dire où au niveau de l'inventaire, on avait accès à la commande. C'est-à-dire si ça peut résoudre ce problème, c'est-à-dire si cette barrière est mise en place ici, bon, c'est que ce serait mieux par rapport à la précédente. Bon, si la même barrière existe, c'est que ça s'apparente à la même chose. En fait. C'est ça que ça sert à rien. D'accord, merci. Alors, le truc, en fait, avec l'architecture en couche comme ci, ça veut dire que dans présentation, tu vas mettre tout ce qui a rapport avec présentation. Dans service, tu vas mettre tout ce qui a rapport avec service. Dans accès aux données, tu vas mettre tout ce qui a rapport avec l'accès aux données. Ça va faire que, au niveau des services, si tu as des tomates et des carottes, il peut arriver que les carottes aient accès aux tomates. Donc, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure là. Par contre, oups, où est-ce que j'étais? Par contre, lorsque tu fais, voilà, avec les tranches fonctionnelles là, en vertical, ça veut dire que de commande à inventaire ou de inventaire à commande, tu ne vas exposer pour les autres que ce dont ils ont besoin. Et toi, tu vas garder tout ce dont tu as besoin en interne. Donc, on peut voir ça avec l'exemple. C'était quoi? Inventaire, hein? C'était inventaire qui avait accès à quoi? Allez. C'était quoi? Ligne? Non, c'était commande. Commande. Commande repository, voilà. Donc, derrière, ici, qu'est-ce que je voulais faire? Je fais commande... Commande repository, delete, voilà. Donc ici, j'arrivais à supprimer un produit au niveau de inventaire, alors que ça ne devrait pas pouvoir le faire. Donc ici aussi, j'arrive à le faire. Pourquoi est-ce que j'arrive à le faire? Bon, on dirait que tout le monde a faim. Ah, vas-y, on écoute, hein, on écoute. Moi, j'écoute. C'est une question ouverte, hein? Oui, mais là, tu es en train d'aller sur un sujet pour lequel moi, j'attends de voir la fin avant de réagir. Malheureusement, je pense qu'il va me rester beaucoup de temps, mais allez, je vais faire un effort d'assister à là d'abord. Bon, on a fini. Donc, en fait, avec cette organisation-là, on peut forcer au niveau de commandes, vu que tout ce qui concerne les commandes sont dans ce répertoire, on peut définir en fait qu'est-ce qu'on expose aux autres et qu'est-ce qu'on garde privé. Par exemple, ici, au niveau de commande repository, on peut dire d'accord, cette affaire-là qui nous permet de modifier la base de données, c'est d'utilisation personnelle ou interne. Donc, on ne va pas le rendre public à tout le monde. Du coup, on peut enlever le public ici. Voilà. Les problèmes commencent. Je ne sais pas si vous voyez un peu. D'accord. Il suffit d'enlever le public. Voilà. Si j'enlève le public, on me dit, voilà, j'ai des problèmes. Dans les problèmes, ça se trouve où? Voilà. Ça se trouve dans inventaire service. Donc, il dit, ah, donc tout est bloqué automatiquement. Donc, commande repository, je ne peux plus l'utiliser à ce niveau-là. Donc, la seule chose que je peux exposer ou que je dois exposer au niveau des commandes, ça sera en fait le service qui gère les commandes. C'est lui celle que je peux exposer. Maintenant, tout le reste, je le garde en fait en interne pour une utilisation interne du code. Donc,
Donc, lorsque vous adoptez cette architecture-là en compte fonctionnel, ça vous permet derrière, alors, qu'est-ce que je fais encore? Est-ce que c'était rouge là? Ça vous permet en fait derrière d'assumer ou bien d'assurer les contraintes architecturales que vous avez. Donc là, dans l'exemple qu'on a vu, de inventaire, on n'a pas pu accéder, par exemple, à un élément de commande qui était le repository. Je ne sais pas si vous me suivez. Oui, vas-y. Voilà. Bon, je pense que c'était la chute. Hein. Ok. C'était la chute entre les deux exemples. Mais derrière, on peut toujours utiliser le service. Par exemple, commande service. Commande service, oui, on pourra toujours l'utiliser ici. Ce qui est tout à fait normal, parce que c'est l'interface ou bien c'est ce que commande exporte pour tout le monde. Tous ceux qui veulent effectuer des commandes, ils disent OK, voici par qui tu dois passer. Des questions par rapport à... Oui. Mais Serge, ce n'est même pas, excuse-moi, mais ce n'est même pas utiliser même un repository, disons, un repository qui appartient à un autre domaine dans un service d'un autre domaine. Ce n'est même pas assez propre pour ma part. Je pense que ce n'est pas assez propre parce que dans le service du domaine, lorsque nous avons dans le service du domaine, on peut utiliser d'autres repositoires du domaine, mais ce n'est pas propre. Ce qui serait propre, c'est comme tu es en train de le dire, au niveau des services. Si nous avons besoin d'utiliser, comment on appelle ça, dans un service, des fonctions qui sont liées à un autre domaine, c'est au niveau des services. Moi, je crois que si les services là sont utilisés, ça nous évite d'alourdir ou bien de rendre notre code, comment on peut dire, pour ne pas dire des mots, n'importe quoi, de rendre notre code touffu. Parce que c'est vrai qu'on écrit du code, mais à la fin, il faut penser à ceux qui demain vont lire le code. Voilà. C'est pas toujours nous qui allons faire le support sur le code que nous écrivons. Quelqu'un d'autre viendra pour faire un support sur le code. Mais lorsque il va découvrir des choses, je prends l'exemple que tu nous as présenté tout à l'heure. Lorsqu'il découvre dans le service inventory le repository de commande, mais il se dit tiens, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ne pas utiliser le service et puis aller utiliser directement le repository? Je pense que ce sont des niveaux d'abstraction que les développeurs, la plupart, c'est vrai que ça résout un certain nombre de problèmes. Ça résout un certain nombre de problèmes, mais à la longue, quand il y a des bugs en un point fini, on ne sait même plus là où sont les bugs. Et donc, pour ma part personnellement, mettre un repository dans notre domaine, dans le service d'un autre domaine, c'est un peu rendre le code illisible, quoi. C'est un peu rendre le code illisible parce que, je le dis pourquoi, parce que là, j'ai en face de moi sur ma table un code que je n'ai pas écrit, mais qui est pareil, qui est un peu pareil, quoi. C'est pas du Spring, c'est du Java SE pur, mais c'est un peu pareil, quoi. Le développeur, il avait des situations bloquantes et il voulait rapidement les résoudre. Donc il a fait un peu de n'importe quoi. Maintenant, lorsque là je suis en support sur cette appli et les problèmes se déclenchent, on se rend compte que il a fait ce qu'il ne devait pas faire. Normalement, s'il respectait un peu tout le coding, s'il respectait tous les principes de code, on n'aurait pas eu certains bugs. Donc aujourd'hui, je me retrouve à réécrire une application que je ne devais pas réécrire. Et donc, je dis que le faire ainsi, c'est vraiment semer la pagaille, quoi. Même si on ne met pas de contraintes, si on ne fait pas des abstractions,
Mais le fait de cette manière-là, c'est vraiment semer la pagaille même dans son code. Et j'invite au travers de ce webinaire-là à vraiment réfléchir là-dessus, de trouver des moyens vraiment, comment on appelle, des moyens vraiment bloquants pour que beaucoup de développeurs ne fassent pas ces choses, quoi. Bon, après, je me dis que c'est la pratique de tous les jours. Voilà un peu ce que je voulais dire là-dessus. Machallah, tu ferais aussi. Oui, donc c'est un peu ça. Bon, moi, j'ai pas d'opinion tranchée sur est-ce qu'il faut utiliser le repository ailleurs ou pas. Mais derrière, je sais que lorsque tu adoptes, par exemple, cette architecture en tranche là, en colonne si tu veux, lorsque tu adoptes cette architecture en colonne, ça te permet en fait d'exposer aux autres, de n'exposer que ce que tu veux que les autres voient. Voilà, de n'exposer que ce que tu veux que les autres voient. Donc dans l'exemple ici, le repository, on enlève le public. Donc du coup, personne en dehors de ce répertoire commande ne pourra le voir. C'est juste du page interne. Donc derrière, si ligne commande, on dit OK, c'est un truc interne aussi, personne ne doit le voir, on enlève ce public et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc grosso modo, c'est un peu ça, mais derrière, tu peux avoir d'autres problèmes aussi. Tu peux avoir d'autres problèmes encore, comme par exemple, comment mettre les contraintes pour dire, ici on résout un problème, mais après tu as d'autres choses. Comment résoudre la contrainte de dire que par exemple, au niveau du catalogue, on ne doit pas appeler commande ni inventaire, ou qu'au niveau de inventaire, on ne doit pas appeler commande et tout. C'est-à-dire que c'est des choses qu'on sait, qu'on ne doit pas faire. Mais à tout moment, quelqu'un peut écrire son code et faire appel à une couche inférieure ou supérieure. Justement. Même au niveau de... Vas-y. À partir de l'accès aux données d'appeler quelque chose, une classe qui se trouve au niveau de la couche présentation. J'étais déconnecté ou bien c'était pas moi? Oui, Serge, tu t'es déconnecté pendant 10 secondes. Ah, désolé. Désolé. Donc, je disais que il y a cette organisation en couche là qui peut nous aider et tout, mais derrière, juste le fait d'organiser en répertoire ou bien de changer la visibilité ou bien des choses comme ça ne va pas empêcher quelqu'un demain de dire, OK, je suis dans la couche service, je vais appeler un élément qui se trouve dans la couche présentation, ou que je suis dans la couche présentation, je vais appeler un élément qui se trouve dans la couche service. Voilà, un peu grosso modo. Donc derrière, comment est-ce qu'on fait pour essayer de limiter la casse, quoi, pour mettre des garde-fous, un peu, pour ne pas que soi-même on fasse des bêtises, que les autres aussi fassent des bêtises. Voilà. Donc pour essayer de limiter la casse, il faut utiliser des outils d'analyse statique de code. Donc ces outils-là peuvent vous permettre de voir est-ce que les règles, c'est-à-dire la couche service ne doit pas appeler la couche présentation, ainsi de suite. Est-ce que ces règles-là sont respectées? Voilà. Contrainte de développeur à respecter l'architecture du code. Donc voici des éléments que vous pouvez utiliser. Il y a ArchUnit, JDPen, SonarCube, SonarGraph, etc. Voilà. Je vais vous montrer ArchUnit rapidement. ArchUnit. Vous me suivez, hein? Oui. Ok, super. Donc, par exemple, avec ArchUnit, qu'est-ce que vous pouvez faire? User guide. Ok, super. Voilà. Donc, avec ArchUnit, vous pouvez, voilà. Vous pouvez mettre des contraintes entre des répertoires, d'accord? Voilà, des contraintes entre des classes, etc., etc. Des contraintes d'héritage, tout ce que vous voulez. Donc, si on part sur les contraintes entre les packages, là, tu peux dire, par exemple, que quand on est dans le répertoire service, on ne peut pas appeler quelque chose qui se trouve dans le répertoire présentation, par exemple.
pense que j'ai un exemple de code avec. Hein. Excusez-moi 2 secondes. Terminal Git Pages. Ok, super. Vous êtes toujours là? Oui, oui, on est là, on est là. Okay, super. Donc, il y a ArchUnit dont je vous ai parlé tout à l'heure là, qui va nous permettre en fait de mettre certaines contraintes sur des éléments. Je pense qu'on va même commencer par, par l'architecture en couche qu'on avait faite. Alors, qu'est-ce qu'on avait fait là? Une branche. Voilà, couche, voilà, couche. Ok, super. Voilà. Donc, en fait, ArchUnit, il vous permet en fait de définir les, comment dit-on, les contraintes sur vos différentes couches, en fait. Donc là, couche contrôleur, couche service, couche persistance. Là, je dis que la couche contrôleur, vous pouvez l'appeler la couche présentation si vous voulez, est définie dans ce package-là, dans le package web. Que la couche service est définie dans dans le package service, que tout ce qui va concerner la persistance est dans le package DAO. Et après, je dis que la couche contrôleur ne peut pas être, c'est-à-dire qu'aucune autre couche ne peut accéder à la couche contrôleur. Que pour la couche service, il n'y a que la couche contrôleur qui peut accéder au service. Que la couche persistance, il n'y a que la couche service qui puisse accéder à ça. Donc derrière, ça ressemble un peu à ça. On a dit la présentation accède au service, le service accède aux données. Donc là, je peux écrire un test, d'accord? Un test qui va vérifier si ces contraintes-là sont respectées. Donc là, je peux run, voilà, je peux run ça. View appearance, exit. Voilà. Donc actuellement, mon test est rouge parce que ces contraintes-là n'ont pas été respectées. Alors, le test nous dit où est-ce que ça n'a pas été respecté. Alors, c'est où ça? Voilà. Donc, vous voyez directement au niveau de catalogue contrôleur. Voilà, catalogue contrôleur qui est en fait... Bon. Au niveau de catalogue contrôleur, on accède directement à la DAO ou au repository. Donc, ça veut dire que sur notre exemple ici, la couche présentation saute le service pour venir accéder aux données. Donc là, mon test ne passe pas. Et si jamais j'essaie de compiler ce projet-là, clean install, le build va échouer parce que les contraintes architecturales n'ont pas été respectées. Tac, 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 tac. Bon, échoue vite. Voilà. Donc derrière, vous ne pourrez pas sortir d'exécutable tant que cette contrainte architecturale-là n'est pas respectée ou bien est violée. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez désactiver le test. Donc, c'est à vos risques et périls. Vous dites non, je fais confiance à ma team, c'est des gars qui sont matures, il n'y aura pas de problème. Vous avez des questions? Allô, Serge? Oui.
Bonsoir, c'est Emma. Bonsoir. Je voulais savoir, parce que là, je constate qu'on est beaucoup axé Java. Est-ce qu'on pourra bénéficier aussi de la même rhétorique pour les autres langages, c'est-à-dire JS et autres, PHP? Est-ce qu'on peut avoir des documentations? Je suppose que peut-être on n'aura pas le temps de parcourir tout. Donc, est-ce qu'on pourra avoir des liens et autres pour nous autres aussi qui sont beaucoup axés sur ces autres langages-là? D'accord, il n'y a pas de souci. Je pense que à la fin de la présentation, quand les gars de Open Lab vont envoyer les supports, on va mettre tout ça dedans. Ok, merci. Quelqu'un d'autre souhaite intervenir? Ok, super. Alors, oui, en effet, c'est encore mon Serge. Plus ou moins. En fait, par rapport aux commentaires que le président Ami a fait, pas Emma, pas lui, mais l'autre, je pense qui est parti. En fait, il y avait plus ou moins une solution d'implémentation en fait qui pouvait être abordée ou bien utilisée en fait pour résoudre son problème. C'est-à-dire ce qu'il disait, ça fait, il trouvait un peu bizarre quand il disait commande service dans la section inventaire. En tout cas, s'il dit pas des bêtises, hein, voilà. Donc à ce niveau-là, en fait, on pouvait appliquer au fait le pattern, c'est-à-dire appliquer le pattern façade pour déléguer plus ou moins en fait toutes les actions qui allaient être utilisées en fait en dehors de commande, du package commande dans les autres modules à travers cette façade-là. Ensuite, au fait, toutes les classes internes au module commande, ça allait plus ou moins être accessible seulement en fait dans le package commande et ensuite seulement la classe façade allait être accessible aux éléments extérieurs. Donc, parce que en fait, on allait plus ou moins fermer entièrement en fait la visibilité au fait des différentes classes du package commande à tous les autres packages extérieurs. Et à travers en fait la façade, on allait seulement lister les différents en fait actions ou les différents besoins que les autres packages avaient besoin au niveau de la commande. Et on allait plus ou moins en fait implémenter des méthodes, plus ou moins définir des méthodes dans la façade qui allaient faire ces actions-là en fait au niveau de la commande clairement en fait. Donc la façade allait utiliser en fait la commande service, en tout cas tous ces éléments à l'interne pour pouvoir en fait faire ces actions. Et aux yeux au fait des commandes extérieures, elles auraient vu simplement en fait la façade et autres. Donc plus ou moins c'est une forme une solution pour résoudre le problème au fait du participant en fait qui a arrivé le commentaire. Maintenant, ouais, je pense bien, c'est bon. Même si l'autre solution en fait va dans le même sens que HUnit au fait dont tu as parlé. Ok, super. Thank you very much. Donc derrière... Est-ce que je pourrais poser une question? Bien sûr. D'accord. Moi, c'est qu'aussi, j'aimerais juste savoir, est-ce que ça a un nom, c'est-à-dire cette façon d'architecture, le code, est-ce que ça a un nom? Et si ça a un nom, est-ce que tu pourrais nous le donner? Comme ça pourra permettre à d'autres personnes d'aller voir en fait comment est-ce que c'est implémenté pour d'autres langages. Bon, pour te dire la vérité, je ne sais pas si c'est un nom. Parce que c'est juste de l'expérience que je partage. Donc, je ne sais pas, on peut trouver le nom ensemble. Ça, j'ai pu intervenir à ce niveau-là. Oui, bien sûr. Ouais, en fait, plus ou moins, enfin, je suis d'avis, voilà, j'ai le même avis que Serge, mais plus ou moins, je peux plus ou moins te donner des noms de patterns d'architecture qui sont, bon, qui ne sont pas les mêmes, mais qui sont assez proches en termes de vision partagée par Serge ce soir. Donc, plus ou moins, tu peux regarder tout ce qui est clean architecture, archi hexagonal, et puis tout ce qui, bon, si DDD c'est un peu quand même trop loin, mais tu peux regarder quand même clean architecture, puis archi hexagonal. Pour moi, c'est un bon début. Peut-être se rapprocher au fait de tout ce que Serge a dit aujourd'hui, même si peut-être eux ils vont très loin en fait en termes de vision. Donc merci beaucoup. Allô? Oui. Monsieur Serge, s'il vous plaît. Permettez-moi donc de poser quelques questions et de demander peut-être un peu d'aide. Voilà, au fait, moi, je suis un développeur débutant. En tout cas, avec le Java, je fais du PHP. Bon, ça fait un peu longtemps déjà avec la Ravel, mais depuis janvier, j'ai commencé avec Java.
Au fait, voilà, maintenant, donc, je voudrais quand même, parce que vraiment, cette formation-là, ça m'a beaucoup apporté. On nous a parlé vraiment de l'architecture en couche, tout ça. Ça m'a permis vraiment de mieux cerner les choses aujourd'hui avec votre webinaire. C'était très intéressant, vraiment. Dieu merci. Je voudrais du langage Java, parce que, en fait, on a tendance à pas trop, comment je vais dire, rester sur le Java SE, bon, parce que moi je m'apprêtais même comme ça à aller sur le JEE, le Java EE, alors que je vois qu'il y a beaucoup de notions au fait sur le Java SE que je n'ai pas encore compris au fait quoi. Okay. Par rapport par exemple au design pattern et tout ça. Que me conseillez-vous donc? Dois-je d'abord continuer à faire tout ça, d'abord de bien comprendre la JSE avant de faire la JEE ou bien l'Android. Okay. Parce que la formation ne peut pas normalement couvrir tout ça. Et c'est presque un peu en auto-formation. Après, quand on a des problèmes, on peut juste poser quelques questions. Après, on nous informe. C'est plus en auto-formation, quoi. Maintenant, il faut savoir où aller et comment aller. Donc, on a besoin vraiment de vos suggestions, vous qui êtes déjà des seniors dedans. Oh, non, je suis un débutant de... Mais bon, je pense que... Enfin, si vous voulez, vous pourrez demander après, on va s'échanger les contacts pour en discuter et tout. Mais je vous conseille de maîtriser Java SE parce que c'est la fondation pour tout le reste, quoi. Que ce soit Java EE et compagnie, il se base sur Java SE, donc il faut vraiment maîtriser ça avant de vous lancer ailleurs. D'accord. D'accord. Merci infiniment donc. Non, je vous en prie. Maintenant, après, si vraiment on peut échanger ça pour que toujours je puisse quand même poser des questions par rapport à certains problèmes, ça me fait vraiment plaisir. Il n'y a pas de souci. Okay. Donc derrière, ArchUnit va nous permettre de mettre vraiment des contraintes sur les différentes couches. Il y a l'exemple que j'avais donné, Git Status. Voilà. Donc si on prend le dernier exemple là, les tranches. Quand on va appeler ça tranche. C'est quel type de tranche? Ah, bon, on va voir. Donc derrière, si on prend les tranches dont on a parlé et tout, on peut mettre les contraintes fonctionnelles aussi, un peu, avec l'aide de ArchUnit. Donc ici, c'est une contrainte qui dit que normalement de catalogue, on ne doit pas arriver dans... Il dit que de catalogue, on ne peut pas partir de catalogue pour arriver dans inventaire, voilà. Donc la contrainte est définie à ce niveau-là. Donc voilà, je ne vais pas tester cette partie-là. Bon, vous aurez le code, vous pouvez tester sans souci, parce que le temps est en train de passer. Et je pense qu'on a dit l'essentiel. Alors, pour limiter la casse, on disait qu'il fallait utiliser des outils d'analyse de code statique et puis pour pouvoir contraindre le développeur à respecter l'architecture du code. Donc, vous avez des outils comme ArchUnit, JDPen, Sonar, Cubo, Sonar, Graph, qui peut vous permettre d'une manière ou d'une autre de voir comment est-ce que mon architecture se comporte, comment est-ce que mon code est que c'est viable, est-ce que c'est pérenne et tout. Donc, on a notre cas d'utilisation, c'était avec ArchUnit. Donc, je vous invite à voir les autres éventuellement. Donc, après tout ceci, après cette discussion-là, où est-ce qu'on peut aller? Voilà. Donc, avec ce qu'on a fait, on peut essayer de sortir les fonctionnalités en des modules externes ou bien indépendants. Donc, si vous arrivez, je pense que quelqu'un en a parlé, si vous arrivez à voir ça comme ça, cette organisation-là, le catalogue, tout ce qui concerne le catalogue se trouve dans ce répertoire, les commandes, tout ce qui concerne les commandes dans ce répertoire, ainsi que l'inventaire. Vous pouvez facilement sortir tout ce code-là dans un autre projet, comme une librairie ou tout ce que vous voulez. Donc, ça va permettre la réutilisation, comme le disait quelqu'un. Donc, vous pouvez le faire facilement. Donc, vous pouvez sortir les fonctionnalités. Et puis, avec ça, la voie est aussi ouverte pour ceux qui sont intéressés par les architectures, microservices et tout. Parce que le travail est déjà fait.
Vous allez juste sortir le catalogue pour créer un microservice que vous allez appeler catalogue et faire ce qu'il y a à faire là-bas. Pareil pour commande et inventaire. Donc, grosso modo, c'était un peu ça. Désolé pour... On dirait que j'ai trop duré. Donc, je tiens à remercier tout le monde, tous ceux qui ont suivi, ainsi que OpenLab pour l'organisation de ce webinaire. Voilà. S'il y a des questions, des contributions, je suis là, je suis ouvert à tout moment. Sinon, je laisse la parole à Koulibaly pour la suite. Merci beaucoup. D'accord, merci Serge. Et merci à tout le monde. Merci d'avoir assisté. Comme je le disais, il fallait rester jusqu'à la fin. Il y avait des bonnes choses. Alors, rapidement, je vais vous présenter un peu, la suite des événements avec OpenLab. Vous voyez mon écran? Vous voyez mon écran? D'accord. OK. Donc, le prochain webinaire aura lieu le samedi 15 mai avec M. Azedine. Oui. Voilà. On va finir. Je suis ça. Non, pas trop. D'accord. Oh, Okay, désolé. D'accord, j'ai pas de souci. Ok, donc je disais que le prochain webinaire aura lieu le 15 de ce mois avec monsieur Azedine, c'est un expert en sécurité. Et voilà, voici un peu son parcours. En tout cas, c'est quelqu'un qui va nous apprendre beaucoup sur tout ce qui concerne la sécurité, que ce soit la sécurité des architectures, la sécurité des infrastructures. Donc, c'est un expert en ce domaine. Alors, il fait partie aussi de ceux qu'on fait voilà, ceux qui ont... Il a participé aussi, il fait partie du groupe OWASP. Voilà, et en fait, il développe des projets sur tout ce qui est les techniques, les failles en fait, les failles qui sont découvertes par, je vais dire, chaque année. Donc, ils font ce qu'on appelle, il y a OWASP Top 10. Bon, ce sont les 10 failles de l'année. Donc, ils essaient de faire des documentations là-dessus pour essayer de donner un peu les outils, les bonnes pratiques en fait du développement et je sais pas, de la sécurité informatique. Voilà. Donc, voici par exemple, voilà. Ici, il donne aussi des leçons, des cours sur tout ce qui est test coding et du secure coding. Voilà. Donc, il va nous entretenir comme on appelle ça, le 15. Alors, on va encore balancer les messages dans le groupe. Donc, ceux qui ne sont pas encore dans le groupe WhatsApp, nous vous prions d'intégrer le groupe pour que vous soyez informés. Et on va balancer également un formulaire, voilà, que vous allez remplir pour qu'on puisse avoir vos adresses email ou vous adresser de manière personnelle tout ce qu'il y a comme support de cours, vidéo, les liens complémentaires. Alors, donc, sur ce, je voudrais, au nom de OpenLab Consulting, vous dire merci. Merci donc pour ce webinaire. Et l'aventure continue. Vraiment, il y a de bonnes choses, hein, il y a de bonnes choses, comme je vous ai dit. À chaque webinaire, on va vous présenter le prochain intervenant. Voilà. Et c'est comme ça, en fait, les choses se seront faites. Alors, rapidement, il nous reste quelques minutes pour atteindre 22 heures, comme c'était de 20h à 22 heures. Rapidement, OpenLab aussi est en train de concevoir des plans de formation pour toutes ces personnes qui seront intéressées. Voilà. Et ce n'est pas uniquement que Java. Il y aura du .NET, il y aura du C++, il y aura en tout cas les technologies. Voilà. Donc, à cet effet, il y aura une prospection qui sera faite. Et cette prospection va nous permettre donc de pouvoir définir les différentes classes, ensuite les différents modules,
parce que ce sera des parcours académiques en fait. Voilà. Donc, au moment opportun, vous serez informés. Voilà, mais on est toujours preneurs. Toutes les propositions sont les bienvenues. Il y a des personnes ici qui n'ont pas parlé ou qui ont parlé, qui font partie aussi, qui sont des personnes qui soutiennent également Open Lab Consulting. Ces personnes-là aussi seront au moment opportun, je dis, saisies, voilà, pour partager avec vous dans ces différentes classes-là, virtuelles-là, leurs compétences, leurs connaissances, leur parcours, tout ça, et l'expérience, je veux dire. Voilà. Alors, donc, sur ce, messieurs, merci pour votre aimable attention et disons-nous à la prochaine, c'est-à-dire le 15 mai